chou, le céleri ou encore la tomate. Vous en consommez probablement cet été, forcément. Ce sont tous des fruits et légumes de saison, mais ce sont aussi ceux qui sont les plus traités aux produits phytosanitaires. La France est même l'un des plus gros consommateurs de pesticides dans le monde, 110 000 tonnes par an environ, et ce malgré notre engagement européen d'en diviser l'usage par 2 d'ici à 2030. C'est le panorama de la soirée. Peut-on vraiment se passer des pesticides? Comment rassurer, accompagner les agriculteurs dans leur transition? Nous parlerons aussi de souveraineté alimentaire et des enjeux que ça représente. Avec nous ce soir, Cyril Millard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la FDSEA 77. Notre second invité est chercheur au CNRS d'Orléans, spécialiste de l'interaction entre pesticides et biodiversité. Bonsoir Jean-Marc Bonmatin. Bonsoir. Alors d'abord, on le sait, hein, les pesticides sont nocifs pour la santé si on en ingère par exemple de trop grandes quantités. On en retrouve partout, dans l'eau potable jusque dans nos cheveux. Jean-Marc Bonmatin, de quel risque sanitaire est-ce que l'on parle ? Alors d'abord, on va rappeler pour vos auditeurs ce que sont les pesticides ou produits phytosanitaires. Je n'aime pas trop le terme produit phytosanitaire parce qu'il ne s'agit pas vraiment de médicaments des plantes. Ce sont plutôt des poisons pour tuer les compétiteurs, que ces compétiteurs sont des insectes ravageurs, des mauvaises herbes, etc. Alors très brièvement, on va trouver les trois grandes catégories, les herbicides, les insecticides et les fongicides. Alors maintenant, pour répondre à votre question, il faut se poser vraiment des questionnements sur l'usage des pesticides, parce que la France n'est pas un bon élève du tout, et les conséquences peuvent être gravissimes, notamment les conséquences sur la pollution généralisée de l'environnement, que ce soit l'eau de surface, l'eau potable, les sols contaminés pour des périodes très longues. Je pense au chlordécone dont la demi-vie est de 700 ans, qui a été largement utilisé aux Antilles et qui est lié à l'apparition de cancer. Je pense également à la biodiversité qui s'effondre, que ce soit les abeilles dont on a beaucoup parlé, mais les pollinisateurs en général. Les oiseaux également, il y a eu une récente amphibiens. étude sur les oiseaux. Les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, le zooplancton, donc les poissons, les mollusques, etc. Et là, bien sûr, il y a des liens de cause à effet qui ont été établis. Et puis, on ne peut pas négliger la santé humaine, puisqu'on sait que l'usage des pesticides s'accompagne, les liens de cause à effet ont été établis également, avec des maladies comme le cancer, des problèmes de neurodéveloppement chez l'enfant, les maladies rénales, les maladies du spectre autistique, donc c'est le fonctionnement normal du cerveau, le côté perturbateur endocrinien, donc c'est la reproduction, etc., etc., et que ces maladies s'appliquent chez le fœtus, chez l'enfant, chez l'adulte et aussi chez les personnes vulnérables. Donc ça fait beaucoup de choses, tout ça. Et donc à la question, peut-on se passer des pesticides ? Moi, je commence à répondre par mon propos à l'autre question qui va tout de suite avec, c'est pourquoi il est impératif de s'en passer. Voilà. Mais est-ce que, pour l'instant, on le voit bien dans le monde agricole, dans notre système actuel, les pesticides, pour l'instant, ça semble quand même compliqué de s'en passer. Cyril Millard, vous qui êtes agriculteur, président de la FDSEA de Seine-et-Marne, pour vous concrètement, en l'état actuel des choses, est-ce que vous pourriez vous passer des pesticides ? Alors, je vais juste commencer mon propos par reprendre un peu ce que le précédent intervenant a dit sur le fait, et vous aussi, sur le fait qu'on est le plus gros consommateur à l'hectare. C'est pas vrai. On est bien loin de d'autres pays beaucoup plus consommateurs que nous. Donc, il faut ramener tout à l'hectare. Il ne faut pas mélanger les volumes. Après, le tableau qui a été dressé, oui, ça peut faire peur là. Mais est-ce que vous en avez conscience de ces risques pour la santé ? Bien sûr. Mais enfin, on est quand même la catégorie socio-professionnelle qui a le moins de cancer. Donc, on en bouffe 10 000 fois plus que tout le monde et on est moins malade. Donc, moi, je veux bien entendre tout et n'importe quoi et faire peur comme ça. Mais quand moi, je mets des fongicides, c'est pour éviter les mycotoxines. Les mycotoxines, ça donne le cancer aux enfants. Quand on parle de la carie du blé qui a fait 2 millions de morts avant la Première Guerre mondiale, c'est parce qu'on a utilisé des fongicides qu'on a éradiqué cette maladie. Et puis l'espérance de vie, depuis l'arrivée des phytos, a quand même progressé. Donc moi, je veux bien qu'on accuse de tous les maux les pesticides. Maintenant, il faut savoir que si on pouvait s'en passer, on le ferait. Et mes amis qui, producteurs de bio, en utilisent aussi, parce que j'utilise des produits phytosanitaires qui sont homologués en agriculture biologique, s'ils pouvaient aussi gagner à leur vie et que ça avait du sens de tout convertir en bio, ça se serait aussi, et tout le monde le ferait.
Mais il y a quand même eu une condamnation. Là, l'État français a été condamné par le tribunal administratif de Paris à réparer d'ici 1 an le préjudice écologique lié à l'utilisation massive des pesticides dans l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème avec cette utilisation massive, Cyril Millard. Ben, il y a un problème maintenant massif, je vous dis, au niveau de l'échelle mondiale. On n'est pas les plus gros consommateurs, et bien loin de là. Et On est le deuxième plus gros consommateur en Europe, après Non, les Pays-Bas. non. En Non, tout cas, pas à l'hectare. Pas à l'hectare. Non, pas à l'hectare. Non, on est 8e au moins en Europe. Donc pas à l'hectare, pas du tout. Donc il faut tout mettre sur la table. Maintenant, on utilise des produits phytosanitaires. On les utilise, ils sont homologués, ils sont très contrôlés. On a très peu de résidus et on est quand même l'alimentation la plus durable au monde pour la 4e année, je crois, consécutive. Donc on est plutôt les bons élèves de ce côté-là. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Maintenant, il faut m'expliquer, en baissant la production de 50%, parce que c'est ça que ça amène, la non-utilisation de produits phytosanitaires. Comment Une grande perte pour les rendements, notamment, c'est ça? Les rendements, alors si ça soucie personne que l'agriculteur peut essayer de gagner sa vie, c'est un point. Mais il y a quand même 800 millions de personnes dans le monde qui meurent de faim. Si on baisse de 50% sur des terres qui sont cultivables aujourd'hui avec le réchauffement climatique, on sait très bien que ces terres vont diminuer. Donc on va produire où? Et on va produire et il faudra choisir qui va manger. Jean-Marc Bonmartin, il y a des solutions pour ça. Ce serait quoi les solutions pour une bonne transition agroécologique? Parce que là, on les comprend, vous les comprenez sûrement, les inquiétudes et les propos de Cyril Millard. Oui, je comprends très bien les propos. J'ai l'habitude d'entendre ce type d'arguments. D'abord, certains sont très contestables, notamment celui qui consiste à dire que les agriculteurs sont la catégorie qui a le moins de cancer. Alors là, on n'a pas vu les mêmes statistiques, manifestement. Et puis celui qui consiste à dire qu'il y a très peu de résidus dans notre alimentation, sous-entendu quand on le compare, par exemple, à ce qu'on peut trouver dans les pays d'Asie ou dans l'Amérique du Sud. Évidemment, il y a toujours plus mauvais élèves que nous. En tout cas, en Europe, nous ne sommes pas de bons élèves, puisque nous sommes probablement dans le trio de tête du pays qui utilise le plus de pesticides que ce soit. Alors après, on peut chipoter sur les chiffres à l'hectare, au nombre d'agriculteurs, aux surfaces qui sont à la production en tonnes et qui est produite, etc. Mais tout le monde le sait et il y a des arguments chiffrés. Moi, je fais de la science, donc je suis bête et méchant, les faits, rien que les faits, qui montrent qu'on n'est pas des bons élèves en Europe et dans le monde. Bien sûr, il y a pire que nous. Alors, ceci étant dit, il y a des solutions pour utiliser moins de pesticides. Je suis d'accord avec l'autre intervenant. On ne peut pas se passer des pesticides du jour au lendemain, du jour au lendemain, d'un seul coup comme ça, en faisant une transition brutale qui nous mènerait dans le mur. Par contre, il y a des pistes, c'est plus que des pistes, c'est des techniques qui sont à utiliser. Et notamment, je vais citer la première, ne pas utiliser les pesticides de façon prophylactique, c'est-à-dire de façon préventive. On traite sans même savoir si on va en avoir besoin. C'est le cas des insecticides. Vous pouvez répondre, Cyril Millard. Mais non, ça fait bien longtemps notamment qu'on réagit comme ça, qu'on travaille comme ça. Jean-Marc Bonmatin, Cyril Millard va vous répondre. Non, mais ça fait bien longtemps qu'on n'utilise pas des produits phyto. Dès qu'on se lève le matin, on ne dit pas on va utiliser des produits phyto. On regarde nos champs, Millard, on regarde. Donc voilà. Monsieur Millard, vous êtes producteur de betterave et vous savez l'histoire sur la betterave sucrière des néonicotinoïdes qui étaient utilisés jusqu'à l'année dernière, avant que la justice n'interdise définitivement. Ce traitement était prophylactique, préventif. Au moment du semis, on traite au cas où le puceron vert arriverait. Donc, ça évite de mettre 4 insecticides en foliaire qui détruit tout. Donc je pense que ça a du sens. Et tout le monde l'a prouvé, ça. Les traitements préventifs, sans même savoir s'il va y avoir des ravageurs, c'est une hérésie agronomique. Eh bien, vous allez m'expliquer comment vous allez me rembourser mes 50 000 € que j'ai perdu de chiffre d'affaires quand il y a eu la jaunisse par les pucerons. Mais écoutez, pour vous donner le détail aux auditeurs... Donc c'est facile de donner des leçons, mais à un moment donné, vous n'êtes pas dans la vraie vie, là. Hein. Je suis désolé, moi j'y suis. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a sorti un rapport en 2021 que vous ne pouvez pas ignorer, qui dit qu'il y a 18 méthodes alternatives efficaces pour lutter contre le puceron vert pour la betterave. Et c'est pareil pour les autres cultures, puisque ces pesticides ont été interdits depuis de nombreuses années. Ils sont tous interdits, ceux-là. Ils étaient utilisés en préventif. Et l'agriculture française fait autrement. C'est valable pour le maïs, c'est valable pour le tournesol, c'est valable pour le colza. Et aujourd'hui, c'est valable pour il n'y a pas de solution pour la betterave.
Voilà. Bon. Écoutez, il y en a 18 moi, je selon cultive la l'ANSES. betterave, je sais pas vous. Euh, Alors, alors, je comprends très bien que vous n'ayez pas mis en place ces solutions, ça c'est un choix personnel de l'agriculteur, Mais elles ne mais marchent c'est pas. l'ANSES, Vous l'Agence croyez que je prends le nationale, risque de perdre 50 000 euros? Arrêtez, s'il avec vous plaît. 24 experts agronomiques qui sortent ce rapport, que vous ne pouvez pas ignorer. alors, pour prendre un peu de hauteur, Cyril Millard, vous, si on vous proposait des solutions clés en main pour une transition agroécologique, est-ce que vous seriez prêt à la démarrer, cette transition-là? Mais je la démarre déjà. J'utilise des techniques qu'on utilise en agriculture biologique, du désherbage mécanique, des trichogrammes pour éviter de mettre des insecticides sur maïs, des biostimulants. J'utilise déjà tout ça, mais ce qui ne marche pas, je ne vais pas continuer à l'utiliser. Hmm. Moi, par exemple, j'ai évité de faire 2 désherbages chimiques sur mes betteraves pour désherber. Et en fait, là, j'ai tellement d'herbes que j'ai pris 4 personnes. 4 personnes, en 3 heures, on a désherbé 1 hectare. J'en ai 30. Hmm. Dans les 4, il y en a 2 qui sont pas revenus le lendemain. Donc je fais comment? Après, Je vais pas, il faut que je dorme la nuit. mais il faut aussi, enfin, il y a un engagement européen. Enfin, en tout cas, la France, je sais pas comment vous percevez ça, mais s'est engagée à réduire de 50% Mais l'utilisation de pesticides. Bon, c'est à l'échelle européenne. Il y a aussi un engagement de 2018 pour encore une fois réduire de 50% en 10 ans l'usage de pesticides. Ça, finalement, est-ce qu'il va y avoir une contrainte derrière? Vous êtes prêt, vous, à travailler le plus possible mais pour on réduire cet travaille, usage-là? on y travaille, on y travaille. Maintenant, le temps politique n'est pas le temps agricole ou agronomique. Donc forcément, quand moi je fais un échec, j'essaye quelque chose. Je fais qu'une culture par an. Enfin, j'en ai 7 sur mon exploitation. Mais donc quand je teste quelque chose, si je rate, il faut que je reteste l'année d'après. Hmm. Donc forcément, tout le monde veut aller plus vite dans la réduction. Évidemment qu'on veut aller dans la réduction. Mais si la réduction amène des baisses de rendement et de productivité, vous parliez de déforestation tout à l'heure, on encourage la déforestation ailleurs parce qu'on importera d'autres produits qu'on ne sera pas en mesure de produire chez nous. La sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, ça doit parler aux gens. Et la géopolitique de ce que nous, on arrive à produire et qu'on arrive à exporter assure aussi la paix. On parle de l'Afrique et du conflit africain qui est en train de sortir. C'est aussi tous ces sujets-là, l'agriculture a son mot à dire. Jean-Marc, bon matin, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS d'Orléans, spécialiste de l'interaction entre pesticides et biodiversité. Ce que disait Cyril Millard sur le temps agricole, finalement, c'est ça aussi, c'est que cette transition agroécologique, elle prend du temps parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, et ça, c'est entendable ce que dit Cyril Millard. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Oui, il y a des points d'achoppement, mais il y a également des points où je suis d'accord avec lui. Alors, c'est vrai qu'il existe des méthodes alternatives. Elles s'appliquent au niveau des paysages, éviter les monocultures, les grandes cultures, mettre des zones humides, etc. Il y a des méthodes à utiliser, il en a cité quelques-unes, les semis tardifs, les rotations, les variétés résistantes, etc. Utiliser aussi, pour répondre à vos auditeurs, des prédateurs. Par exemple, des insectes nuisibles, mais également des parasitoïdes, ça existe, ça marche assez bien. Et puis, il y a plein d'autres techniques, des pièges à phéromones, des produits naturels qu'on appelle des substances de base, des poudres, des cendres, des filets, tout ça. Il y a toute une panoplie, finalement, d'outils que l'agriculteur doit combiner pour éviter le plus possible d'utiliser des pesticides. Ce que je remarque quand même, c'est que la France est un gros exportateur agricole, donc quand je parle de souveraineté alimentaire, on en est loin, puisqu'on est largement excédentaire en production agricole. Pas du tout, pas du tout. On est à 35% dans les fruits et légumes. Non, on n'est pas du tout excédentaire. Ce que je remarque, oui, mais je parle des céréales, par exemple. Vous êtes un céréalier, donc vous connaissez le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on est en concurrence, et là je rejoins Cyril Millard, quand on est en concurrence notamment avec des pays d'Amérique du Sud, avec les traités d'échange Mercosur, c'est toujours celui qui produit le moins cher qui va l'emporter. C'était l'exemple du sucre avec la betterave à sucre. Donc il faut sortir de ce modèle-là, il faut aller vers une agroécologie responsable. Alors comme je le disais tout à l'heure, éviter tous les traitements préventifs et mettre de plus en plus les alternatives en place. Les alternatives, le problème c'est que ça ne marche pas parce qu'on demande au monde agricole de le faire, j'allais dire, volontairement.
Et c'est comme si vous demandiez aux automobilistes de rouler à 80 sans mettre les radars, les panneaux et les Mais policiers ça veut qui dire vont que pour avec. vous, il Ben faudrait, ça marche qu'il y ait pas. de la contrainte, il faudrait qu'il y ait un cadre légal qui contraigne les agriculteurs à Alors, accélérer cette transition. il faudrait de la contrainte, mais pas que de la contrainte, parce que sinon ça ne marchera pas non plus. Il faut de la contrainte et de l'aide en même temps. Parce Mais qu'il ne la faut pas PAC, mettre le monde agricole c'est injuste. en difficulté. Et là, je le rejoins, Cyril Millard. Il faut aider les agriculteurs à faire cette transition. C'est-à-dire que toutes les aides, par exemple, selon moi, européennes, devraient être assujetties à ce type de contraintes. On vous aide à faire la transition. Cyril Et Millard, il faut que les c'est marchés et il faut que les marchés ne soient pas en concurrence déloyale non plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire venir l'Amérique du Sud à bas prix des denrées alimentaires, je pense encore au sucre, qui va se mettre en concurrence avec celui qui est produit en Europe, parce que ça serait illégal. Jean-Marc Bonmatin, Cyril Et Millard, laissez Cyril Millard répondre notamment sur oui, cette notion de contrainte. Est-ce que pour vous, comment vous envisagez ça? Est-ce que ce serait normal d'être contraint Mais à accélérer cette transition? en fait, si on n'avait que ça comme contrainte, mais on est acculé de contraintes, donc une de plus, d'accord, mais on l'a déjà la contrainte avec la PAC. On nous demande une diversité d'assolements, on nous demande alors je vais parler technique, mais les éco-régimes, il faut respecter les éco-régimes, sinon on n'a pas les aides. Donc on répond déjà au verdissement de la PAC, une volonté européenne. Donc voilà, mais la contrainte, en fait, si elle n'est pas acceptée, c'est difficile aussi à mettre en place. Donc là, ça demande de la pédagogie, mais je pense que les agriculteurs sont conscients de leur impact sur l'environnement. Mais moi, je suis étonné quand on fait le procès des produits phytosanitaires, mais on fait pas. Vous avez parlé de perturbateurs endocriniens tout à l'heure, mais enfin, les médicaments, les premiers qu'on retrouve à la sortie des stations d'épuration, c'est aussi des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est quand même l'omerta sur les médicaments et l'utilisation des médicaments en France, qui polluent aussi les eaux. Donc moi, quand on sera tout le monde à la même enseigne et que l'agriculture sera traité comme les autres, parce que chacun d'entre nous a un impact sur l'environnement. Et il faudrait que l'agriculture soit plus blanc que blanc. Bon, il y a un moment, il faut savoir, il faut se nourrir, il faut avoir la sécurité alimentaire, il faut aussi faire des efforts pour l'environnement et la biodiversité, mais c'est pas blanc ou noir. Jean-Marc Bonmatin aussi parlait des aides. Il faut que les agriculteurs soient accompagnés. C'est ce qu'il disait. Ces aides-là, pour l'instant, en l'état, elles sont suffisantes. Vous pensez que vous avez un bon accompagnement du gouvernement ou pas du tout? En fait, il y a alors, la PAC nous accompagne. Alors, nos aides ont drastiquement baissé depuis 15 ans. Elles sont là, heureusement. Ça couvre nos charges et ça fait notre revenu, hein, les aides de la PAC. Maintenant, s'il faut davantage d'aides, moi, je ne fais pas ce métier-là pour toucher des aides, hein. Je veux aussi vivre de mon métier par le boulot que je fais. Donc, on sait l'endettement de la France, donc qui va payer ces aides-là? Il y a un moment, moi, je m'interroge, hein. Hmm. La transition agroécologique aussi implique une prise de risque plus importante pour les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ça? C'est quoi cette prise de risque? C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, Cyril Millard, on essaye, c'est pas sûr que ça fonctionne. Finalement, il y a une perte d'argent là-dedans? Ah, mais clairement, en fait, si vous perdez du rendement, vous perdez de l'argent. Mais au point où, quand vous êtes en dessous du coût de, enfin, quand vous avez un coût de production qui couvre pas le prix de vente, c'est de la perte. Donc c'est pas seulement une perte d'argent, c'est un déficit. Donc on fait pas non plus ce métier-là pour faire du déficit. Moi, ce que je vois, c'est que mes collègues agriculteurs bio, aujourd'hui, ils vendent quasiment à perte, puisque le prix de vente des céréales bio ne couvre pas les charges du bio. Donc j'ai beaucoup de collègues en grande culture qui n'y arrivent pas. Donc moi, je veux bien qu'on accompagne et qu'on aide et qu'on aide et qu'on aide, mais ce n'est pas la solution. Il faut faire un système qui est durable, qui est pérenne, qui répond à tous les enjeux. Et je pense qu'il n'y a pas un seul modèle agricole qui doit être réinventé. Et je sais bien qu'il faut qu'on fasse des efforts. Je ne vais pas défendre... Dans chaque corporation, on a des gens qui sont des fois hors la loi. Enfin, voilà. Donc, évidemment que ce qu'on remarque toujours, c'est celui qui dépasse les limitations de vitesse. Mais honnêtement, on avance dans le bon sens, on fait des efforts. Mais voilà, on attend beaucoup de la recherche et de l'innovation. Parce que quand on parle de phéromones, quand on parle de tout ça, pour la betterave, on nous dit qu'on aura des solutions d'ici 2025-2026. Ben oui, mais on nous a interdit le produit en 2022.
Bon, donc forcément, voilà, le temps n'est pas le même et il faut qu'on fasse avec. Donc pas d'interdiction sans solution, mais il faut savoir aussi être patient et pas rayer de la carte tout ce que font déjà les agriculteurs qui vont dans le bon sens. Vous avez évoqué brièvement l'agriculture biologique. Jean-Marc Bonmatin, la transition agroécologique, elle passe forcément par l'agriculture bio ? Non, pas forcément, non. L'agriculture bio, c'est une des méthodes qui est plus respectueuse de l'environnement parce qu'elle utilise moins d'intrants, c'est-à-dire moins de pesticides, mais il y a plein d'autres méthodes qui marchent très bien. En fait, c'est un choix de l'agriculteur qui est laissé à l'agriculteur. Alors, Cyril Millard évoquait les difficultés de certains agriculteurs bio. Je rebondis là-dessus en disant que si les consommateurs acceptaient de payer le prix juste, ils n'ont pas cherché toujours le moins cher, encore une fois. L'agriculture bio se porterait mieux. D'abord, il y a des agriculteurs bio où ça marche très bien. Ils ne cherchent pas à avoir des grands rendements, ils cherchent à produire mieux plutôt que produire plus. Et donc, il y a une clientèle qui accepte de payer ce prix. Mais l'agriculture bio en France est encore, disons, pas assez développée selon moi. Mais parce que là aussi, nous avons tous un rôle à jouer. Et je parle du consommateur parce que le consommateur met par rapport à son pouvoir d'achat de moins en moins d'argent dans l'alimentation, si on compare par exemple aux générations précédentes. Et si les consommateurs acceptaient de payer un petit peu plus cher les produits qui sont sans pesticides et qui respectent l'environnement, peut-être que ça accélérait cette transition agroécologique. Merci beaucoup Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS d'Orléans. Merci aussi à vous Cyril Millard. Je rappelle, vous êtes président de la FDSEA du 77.